Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Iran en transition. Collection L'Iran en transition. Dirigé par Atta Hayati. Les dernières parutions. Reza Rokoe, L'Iran autrement. Des conflits philosophiques à l'iconophobie, 2017. Carol Mann, de la burqa afghane à la hijabista mondialisée. Une brève sociologie du voile afghan et ses incarnations dans le monde contemporain. Préface de Catherine Millet. 2017. Parviz Mohbbi, Les mots et les choses de l'Europe en persan, 12e-15e siècle. Le pays des francs, pierres précieuses et fines, pierreries, métaux, 2016. Mohammad Ali Merati, Les maqams anciens et les instruments de la musique kurde d'Iran et d'Irak, préface de Barzan Y. Mohammad, 2016. ROUHOLLAHREZAPOUR, Le bilinguisme en néothénie linguistique. Aspect sociolinguistique et psycholinguistique du bilingue français-persan. Préface de Samir Bajrik, 2016. CHAHABSARRAFIAN, Trois figures de la poésie francophile persane. Eslami Enodouchan, Onarmandie et Nadorpor. Préface de Michel Fink et Daniel Wieczkowski, 2016. NASROLLAHNEJATBAKHSHE, Djihad offensif. Ses fondements théoriques d'après les théologiens chiites, 2016. BZAGHERMOMENI, La littérature de la révolution constitutionnelle de l'Iran. Le cas de Fath Ali Akhundzadeh. Préface de Atta Hayati et Pierre Chardin, 2016. Ahmed Fouladvind, La Perse à travers la caméra obscura occidentale. Préface de Dariush Shayegan, 2016. Pirouz accent aigu FT Ekari, poète persan, Désir et civilité, 2016. Alireza Khodami, Discours religieux des jeunes en Iran. Les nouveaux visages de la religion. Préface de David Rigoulet-Rose, 2016. Atta Yati, Mohsen Mottaghi, Farhad Khosrow-Kavar, Un sociologue, une révolution, l'histoire tourmentée de l'Iran. 2015. Javad Ziny, Le cinéma iranien. Un cinéma sous influences. Préface de Jean-Luc Godard, 2015. Morgan Imbert, Diplomatie nippo-iranienne. Enjeux énergétiques et interférences américaines. Concilier l'inconciliable. Préface de Thierry Kellner, 2015. Préface. L'ouvrage de Lélia Rousselet intitulé « Négocier l'atome ». Les États-Unis et les négociations de l'accord sur le nucléaire iranien méritent notre intérêt à plusieurs titres. Tout d'abord, l'auteur a eu accès à de nombreuses sources primaires, en particulier un entretien avec l'un des négociateurs français qui a eu pour tâche la mise en œuvre du JCPOA. Cet accès lui a permis d'avoir une compréhension de l'intérieur du processus de négociation. Ensuite, l'ouvrage retrace l'histoire du programme nucléaire iranien depuis les années 1950. Cette profondeur historique éclaire en creux les politiques mises œuvre par les administrations Bush Jr., 2000 à 2008, et Obama, 2009 à 2016, en mettant en exergue les ruptures et les continuités. Rupture en ce qui concerne la stratégie de changement de régime change, qui est abandonnée par le président Obama. De même, l'administration démocrate se refuse au développement d'une rhétorique guerrière jugée contre-productive sur le plan de la réalisation des objectifs diplomatiques. Enfin, la nouvelle administration Obama comprend les limites de la stratégie des sanctions qui ne constitue désormais plus une fin en elle-même mais plutôt un moyen pour parvenir à un compromis. Aussi Washington accepte alors l'ouverture d'un canal de négociation directe sans conditions préalables. Ce sera par l'intermédiaire du sultanat d'Oman. Enfin, la principale rupture à l'origine du succès des négociations concerne la reconnaissance par l'administration Obama du droit de l'Iran à développer un programme nucléaire civil incluant une capacité d'enrichissement de l'uranium autonome sous contrôle international. Les continuités concernent la catégorisation de l'État iranien. La République islamique figure ainsi dans une catégorie d'État particulière, ce qui permet aux États-Unis de justifier la promulgation d'une juridiction d'exception extraterritoriale. Une nuance tout de même, l'administration Bush classe la République islamique dans l'axe du mal, Axis of Evil,
et l'administration Obama comme État préoccupant, State of Concern. De même, Washington et Téhéran continuent de s'opposer à un Moyen-Orient déstabilisé par les révoltes arabes et la fin de l'ordre hégémonique américain. Washington continue de soutenir les pétromonarchies du Golfe Persique et Israël, à un moment où la guerre froide entre Riyad et Téhéran s'intensifie. Dans les crises régionales qui les opposent par proxy, Syrie, Yémen et dans une moindre mesure l'Irak, Riyad et Washington continuent de faire front commun contre ce que la Ligue arabe considère comme des ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes. La principale innovation ici réside dans le spectaculaire rapprochement entre Israël et les pétromonarchies arabes, face à une menace iranienne qui, selon eux, est la principale force de déstabilisation régionale. Enfin, Lélia Rousselet nous fait plonger dans les méandres de la diplomatie américaine en soulignant le rôle central et personnel de John Kerry dans les négociations avec la République islamique d'Iran en général, et avec son homologue iranien, Javad Zarif en particulier. L'auteur aborde également les questions relatives au rôle du Congrès et des lobbies, en particulier le lobby pro-israélien AIPAC dans le processus de négociation entre l'administration Obama et la République islamique. Plus largement, sont également évoquées les questions relatives au groupe dit des 5+1 et au format ad hoc de la négociation à 7 pour trouver un compromis diplomatique sur la question nucléaire iranienne. Enfin, l'auteur souligne l'ambiguïté du mécanisme de snapback qui est prévu dans les dispositions du JCPOA. L'originalité du mécanisme du snapback réside dans le fait que cette résolution ne stipulera pas le rétablissement des sanctions, mais le maintien de leur levée, autrement dit, le contraire de l'objectif recherché. Ce risque d'une suspension de la levée des sanctions constitue l'une des fragilités pour que l'accord sur le nucléaire s'inscrive dans la longue durée. En même temps, c'est grâce à ce mécanisme de snapback que les négociateurs sont arrivés à un compromis. Au moment où l'administration Trump est en train de mettre en œuvre une nouvelle stratégie vis-à-vis de la République islamique d'Iran, la lecture de cet ouvrage apparaît indispensable pour éviter la reproduction des erreurs du passé dans la gestion du dossier nucléaire iranien, et éviter, ce qui est l'essence même de l'objectif poursuivi par l'administration Obama à travers le JCPOA, une nouvelle guerre dans un Moyen-Orient déjà largement déstabilisé. Clément Terme, chercheur pour le programme Moyen-Orient de l'Institut international d'études stratégiques, IISS. Introduction. Le Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, ou accord sur le nucléaire iranien, signé à Vienne le 14 juillet 2015, est le dernier épisode d'une histoire longue et complexe qui remonte à plus d'un demi-siècle et qui a rythmé l'évolution des relations irano-américaines. Aux prémices de la guerre froide, l'Iran apparaissait comme un pôle de stabilité et l'un des principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Le 8 décembre 1953, le président américain Dwight D. Eisenhower prononçait son célèbre discours Atoms for Peace à l'Assemblée générale des Nations unies, affirmant le droit de toute nation à développer la technologie nucléaire civile. Ce discours, intervenu peu de temps après l'opération Ajax d'août 1953 secrètement pensée par le Royaume-Uni et orchestrée par la CIA à Téhéran pour renverser le nationaliste Mohammad Mossadegh et consolider le pouvoir du Shah, exprimait une reconnaissance du paradoxe qui se développait à l'ère nucléaire. La menace que constitue l'acquisition de l'arme nucléaire par certaines nations et la richesse, opportunité que représente le nucléaire civil, pour la production énergétique et la modernisation des pays en voie de développement. Le programme Atoms for Peace mis en place par les États-Unis à la suite du discours d'Eisenhower avait donc pour objectif de partager avec les États signataires les technologies nécessaires à l'acquisition du nucléaire civil et d'aider à la formation des ingénieurs, sous le contrôle d'une agence indépendante nouvellement créée et consacrée à la régulation de la technologie nucléaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. La participation de l'Iran à ce programme a permis la signature de l'accord pour la coopération scientifique pour un usage civil de l'énergie atomique, entre les deux États en 1957, et la construction d'un premier réacteur de recherche dès 1960 à l'Université de Téhéran. Les étapes de développement qui ont suivi ont reposé sur une étroite coopération scientifique et commerciale avec les États-Unis,
qui ont accepté de fournir à l'Iran de petites quantités d'uranium hautement enrichi à partir de 1967, la France, en particulier le Commissariat à l'énergie atomique dès 1972, pour la construction et l'approvisionnement des réacteurs de Darkovin en 1977, et Allemagne, impliquée dans la construction et l'approvisionnement des réacteurs de Bushehr en 1975. L'enrichissement du nucléaire iranien semblait ainsi se dérouler en étroite collaboration avec les puissances nucléaires de l'époque, comme en témoignait également la participation de l'Iran au consortium Eurodif à hauteur de 10%. Cette coopération scientifique et diplomatique a été rendue possible et encouragée par la vision du Shah, opposée à celle de l'ancien Premier ministre Mossadegh, selon laquelle le déficit sécuritaire et technologique était la source du déclin de la puissance iranienne, et l'énergie nucléaire la clé de sa future prospérité. Le programme nucléaire iranien, conduit par le physicien iranien Akbar Itemad et l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, OEAI, à partir de sa création en 1974, a donc vu le jour sous les auspices des États-Unis. Cette mainmise de l'administration américaine, visible également dans les domaines économiques, politiques, militaires et culturels, conférait à l'Iran une position de partenaire privilégié des États occidentaux dans la région. L'Iran a été l'un des premiers États signataires du traité de non-prolifération, TNP, en 1968, et a ratifié les Safeguards Agreements nécessaires avec l'AIEA dès 1973, bien que l'OEAI ne fermât pas l'option du nucléaire militaire à long terme si la situation géopolitique le nécessitait. L'armée iranienne a d'ailleurs connu une grande expansion durant cette période, grâce à l'aide des conseillers militaires américains officialisés lors de la visite de Richard Nixon à Téhéran en 1973, et à la hausse des prix du pétrole. Cette politique s'inscrivait dans la stratégie diplomatique américaine de l'époque, théorisée par Henry Kissinger, qui visait à renforcer les capacités de quelques pays jugés stables comme l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et l'Iran, pour assurer un réseau de partenaires pro-américains dans les régions concernées. Dès 1978, le programme nucléaire iranien fut interrompu et l'OEAI intégré au ministère de l'Énergie. Le gouvernement de Shapor Bakhtiar a dénoncé les contrats de construction des deux principales centrales du pays, et les ingénieurs licenciés ont progressivement quitté le pays. Cet abandon fut confirmé par la République islamique en 1979. À partir de la révolution iranienne de 1979 et de la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran, les relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran ont été marquées par de fortes tensions. L'opposition à l'impérialisme américain était la source de toutes les revendications exprimées lors de la Révolution, et le conflit diplomatique a marqué le début d'une diabolisation mutuelle. Depuis 1980, les relations ont été officiellement coupées, et les États-Unis ont voté une série de lois établissant des sanctions à l'encontre du régime de Téhéran. Pourtant, le programme nucléaire iranien a connu une nouvelle phase dès 1982, en réaction à la découverte présumée d'un programme nucléaire irakien clandestin actif au milieu de la guerre Iran-Irak. Les preuves que l'Iran cherchait à développer son nucléaire militaire se sont alors rapidement accumulées. Les ingénieurs iraniens spécialisés dans le nucléaire ont pu retourner dans leur pays. Un nouveau réacteur nucléaire a été construit à Ispahan. De l'uranium a été acheté. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.